Bonjour, je suis Lydie Géglot, chargée de prévention à la Mutualité française Bretagne. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Ragnar Westman, que je vais laisser se présenter tout à l'heure, pour parler des gestes à adopter dans le contexte lié au coronavirus. Le confinement, le déconfinement, voilà, on passe quand même beaucoup de temps à la maison. Et puis, on lit beaucoup d'informations contradictoires, notamment sur les réseaux sociaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir sur certaines de ces idées pour se rassurer. Donc, premièrement, qui êtes-vous, Ragnar Westman? Oui, bonjour Lydie. Alors moi, je suis à l'origine docteur en microbiologie et écotoxicologie avec une formation en Angleterre et en Suède. Tout ce qui est sujet environnemental, c'est quelque chose je suis un peu tombé dedans puisque je passais mon enfance en Allemagne, en Finlande et en Suède. C'était plutôt naturel en fait pour moi. Et il y a 15 ans, une quinzaine d'années, je suis sorti de laboratoire pour travailler plus sur le terrain en fait, pour sensibiliser, former et accompagner les acteurs en matière de santé environnementale. Et aujourd'hui, je suis responsable, directeur scientifique d'une structure qui s'appelle Objectif Santé Environnement, OZ. Très bien, merci. Donc, on utilise beaucoup le mot confinement. Alors là, on est en déconfinement, mais le mot confinement, on l'a entendu pendant 2 mois pour définir le fait de rester chez soi, de devoir limiter ses contacts, donc la propagation du virus. Mais est-ce que c'est ce sens-là que vous avez l'habitude de donner, vous qui travaillez sur la santé environnementale, au mot confinement? Alors, effectivement, pour moi, le mot confinement a une toute autre signification. Je pense plus à des outils pour évaluer la qualité de l'air intérieur. On parle d'une aire confinée, en fait. Et si on parle d'un indice du confinement, et si l'indice du confinement est élevé, effectivement, pour nous, ça indique que le renouvellement de l'air est insuffisant. Et indirectement, en fait, c'est signe d'une accumulation de polluants à l'intérieur de la maison qu'on va respirer. Et là, je parle autant de polluants chimiques, tout ce qui émane des meubles, des matériaux de construction, des peintures, des produits d'entretien, autant que polluants biologiques, c'est-à-dire actuellement le virus. Alors, on sait déjà que la qualité de l'air intérieur, depuis longtemps, elle est plus polluée à l'intérieur qu'à l'extérieur, et que cela peut impacter la santé. Et là, surtout des personnes fragiles, personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants. Et c'est un vrai problème de santé publique. Souvent, c'est méconnu, hein, mais on a quand même au moins 20 000 décès prématurés par an, hein, dû simplement à certains polluants de l'air intérieur. Et c'est vrai, le risque aujourd'hui, la problématique, c'est dû à ce confinement physique qu'on venait de vivre et qu'on est toujours en train de vivre en partie. Et ce taux d'occupation qui est important, tout le monde est à la maison, comme actuellement, et on a vraiment peur que ça risque d'accroître ces problèmes de santé, en fait, qui sont déjà présents dus à cette air confinée et nos comportements à l'intérieur. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et justement, en cette période où on doit rester à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plus aérer que d'habitude? Alors, par rapport à l'aération, effectivement, il faut être très attentif de distinguer confinement et calfeutrement. Et calfeutrement, ça sera effectivement égal à accumulation des polluants, ce qu'on ne veut surtout pas, parce que au-delà de l'effet des polluants directs sur la santé, on sait que cette pollution peut affaiblir le voie respiratoire supérieur et diminuer nos défenses. Et c'est ça qu'on veut jamais, mais surtout pas en période maintenant d'épidémie des Covid. Hein. C'est pas du tout favorable. Alors, ce qu'on conseille, normalement, c'est une aération. Il faut aérer plusieurs fois. Hein. Par jour, 5 à 10 minutes, fenêtre grande ouverte, si c'est possible, un courant d'air. Et c'est extrêmement efficace, ça a l'air très simple, mais c'est extrêmêmement efficace, ça a été évalué hein, pour évacuer le polluant. Et encore, quand je dis polluant, on parle des composés organiques volatiles qui émanent des produits ménagers ou peintures. On parle d'évacuer certains perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans l'air intérieur, dans la poussière. On parle d'évacuer l'humidité. L'humidité, souvent, à l'origine des moisissures à l'intérieur, les moisissures qu'eux vont recréer encore des problèmes respiratoires. Et puis, on parle aussi d'évacuer les virus, en fait. Et ça, c'est connu, c'est un effet de dilution. Il y a des études et des publications qui existent depuis très longtemps, en fait, qui datent et qui ont été faites sur, entre autres, le virus de la grippe. Et le fait d'avoir une bonne ventilation à l'intérieur, ça permet vraiment de réduire le risque de transmission de ces virus-là. Et du coup, c'est vraiment important. Par contre, on a une malchance parce que ce confinement est tombé en pleine saison pollinique.
Du coup, il faut quand même faire attention toujours quand on erre le matin ou le soir où il y a moins de pollen dans l'air. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi, pour l'aération se fasse, il faut éviter de boucher les extractions, tout ce qui est bouche d'extraction et aération. Et bon, si on peut choisir d'autres produits, le produit d'entretien, sans aller dans le détail, on va plutôt favoriser des produits écolabellisés et les produits de bricolage, des peintures peu émissifs avec une étiquette A+. Donc, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de risque à ouvrir nos fenêtres vers l'extérieur, même en cette période, contrairement à certaines personnes qui ont peur en fait de faire entrer le virus qui serait en suspension dans l'air. Voilà, qu'en est-il? Alors, effectivement, si on regarde le mode de transmission, le virus, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vrai, on ne sait pas tout, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est la transmission se fait surtout par avoir des gouttelettes émises par une personne infectée. Alors, ça veut dire la distance de transmission va être limitée. On discute, effectivement, le 1 mètre, c'est peut-être 1 mètre, 2 mètres, voilà, le 1 mètre, ça se discute vraiment, hein, mais en tout cas, la distance est limitée. Alors, il y a une étude effectivement qui est sortie, vous faites certainement référence à cette étude, qui est le lien entre pollution de l'air, et particules et les virus, hein, qui était largement relayé par les médias. Il faut dire, pour l'instant, cette étude a un intérêt surtout purement scientifique pour moi, parce que c'est une hypothèse qui était émise. Alors, ce qu'on sait certain, c'est que la pollution extérieure peut affaiblir encore le voie respiratoire supérieur, le système immunitaire et alors potentiellement aggraver les effets du virus. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est pareil pour d'autres pathologies respiratoires, en fait. C'est très connu. Alors, par contre, le transport dans l'air sur des grandes distances, actuellement, on pense que c'est peu probable. Alors, même si l'hypothèse se confirme et on dit ça, c'est effectivement transporté sur des distances, des longues distances, ça veut dire c'est pas automatique de dire parce que c'est transmis, il y a une transmission des virus. C'est pas parce que c'est transporté sur l'air, il y a automatiquement une transmission, une contagion avec les virus. C'est encore d'autres choses. Il faut savoir qu'un virus, c'est en quelque sorte un parasite obligatoire. C'est un organisme qui ne peut ni survivre ni se multiplier à l'extérieur de son hôte. Vous avez également un effet de dilution avec l'air extérieur. Ça veut dire même si le virus sur des particules pourrait théoriquement, hypothétiquement arriver dans votre maison, la charge virale sera donc probablement très insignifiante. Et en plus, comme c'est un virus très fragile, un virus enveloppé, il sera rapidement inactivé dans le milieu extérieur. Et le temps qu'il arrive chez vous, il aurait certainement perdu sa capacité infectieuse. Du coup, pour l'instant, ce sont des hypothèses qui restent, ils ont un intérêt scientifique, mais pas pratique. Ça veut dire que vous pourrez tout à fait errer. Il y a même l'inverse. Vous pensez l'inverse, c'est pire de ne pas errer. Il y a plus de risques pour la santé à ne pas renouveler l'air. D'accord. Et donc, qu'en est-il du virus qui se dépose sur les surfaces? Est-ce que le Covid et la peur qu'il suscite nous incitent à utiliser des désinfectants? Est-ce que c'est nécessaire? Et si oui, est-ce qu'il faut désinfecter tous les jours et comment? Alors, effectivement, on est très préoccupé actuellement par ça, puisque vu le déconfinement, il y a beaucoup de protocoles qui sortent avec lesquels on n'est pas trop d'accord, parce que depuis des années, on accompagne les structures sur la mise en place de nettoyage sain. Et c'est vrai, c'est dommage qu'aujourd'hui menacé. Bon, après, on va rester dans le cadre purement domestique, on va dire ici. Et dans le cadre purement domestique, dans l'absence de personnes malades, à mon avis, ce n'est pas du tout nécessaire de désinfecter en permanence, hein, ou pas du tout, hein, finalement. Les risques sont plutôt aujourd'hui de choisir ces désinfectants. Le risque, c'est de remplacer ce risque biologique, donc le virus, le risque biologique perçu, par un risque chimique qui, lui, par contre, il est certain. Parce que la majorité de ces produits-là désinfectants, ils ont un impact avéré sur la santé et sur l'environnement. Et entre autres, ils peuvent provoquer, aggraver le problème des affections allergiques, de l'asthme et fragiliser le système respiratoire. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on recherche, qui n'est pas du tout favorable en période de Covid. Donc la javel, par exemple, qui peut présenter des risques chimiques, vous le conseillez ou vous ne conseillez pas? Alors la javel, c'était quelque chose qui était interdit dans la collectivité parce que ça posait beaucoup de risques aux sécurités de travail. C'était quelque chose qui est un produit dangereux.
qui peut être utile à certains moments, il est dangereux et il peut créer des émanations extrêmement toxiques et qui ne sont pas du tout favorables. Et en plus, il y a souvent une malcompréhension, une mauvaise utilisation parce que les personnes confondent nettoyage et désinfection. La javel, en fait, elle demande que si on met la javel sur une surface qui n'a pas été nettoyée auparavant, sur une surface qui est encore la saleté, en fait, la désinfection est quelque chose de désactivé. Ça veut dire, si vraiment on souhaite utiliser la javel, il faut faire très attention comme l'utiliser et l'utiliser de la bonne manière. Ça veut dire d'abord nettoyer et puis après le mettre. Du coup, la javel, au-delà de ça, la javel, pour moi, c'est un peu contre le virus. Je suis microbiologiste et basé sur ce qu'on sait aujourd'hui, utiliser la javel contre ces virus, c'est un peu comme utiliser un lance-flamme contre une moustique. C'est surdimensionné, sachant que ce virus qu'on appelle des COVID, c'est le SARS-CoV-2. C'est un virus qu'on appelle un virus enveloppé. Alors, ça veut dire, il faut imaginer, c'est un morceau de code génétique entouré d'une enveloppe de lipides et des protéines. Et cette enveloppe, en fait, permet au virus d'interagir et infecter les cellules. Mais c'est également cette enveloppe-là qui le rend aussi fragile. Alors, il faut imaginer ce coronavirus comme une boule de lipides ou des gras de taille nanométrique. Et si maintenant on prend simplement des savons, des détergents ou des produits à forte teneur tensioactive comme la liquide vaisselle, ce sont des produits qui sont conçus en fait pour dissoudre du gras. Et du coup, ils sont capables également de dégrader l'enveloppe de ce virus, en fait, à condition de le laisser agir un petit moment. Et sans cette enveloppe-là, le virus va perdre son pouvoir infectieux. Et du coup, c'est extrêmement efficace simplement de nettoyer. Ça, c'est le premier geste, nettoyer. Je dis bien, c'est dans la citation, il n'y a pas de personnes malades, tout le monde est bon à la maison. Alors, les mesures essentielles, par contre, sont ailleurs, en fait, parce comme on a dit avant, ce virus se transmet surtout par des gouttelettes ou par ce qu'on appelle fomites, ça veut dire, et se dépose sur des surfaces, et puis effectivement, on touche la surface, et là, il y a peut-être une transmission. Ça veut dire, ce qui est important, par contre, aujourd'hui, c'est le nettoyage renforcé, intelligent, et on va surtout focaliser sur la surface qu'on touche. Là, on va nettoyer régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour sur cette surface-là. Il y a un vrai risque. Et puis, on va insister sur le lavage des mains avec du savon, simplement 20 secondes. Donc, c'est les poignées de porte, par exemple, sur lesquelles il faut insister plus, là où il y a du contact. Ça, effectivement, des poignées de porte, les interrupteurs, le clavier, voilà. Et encore, il faut être clair, dans le foyer, on n'est pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Même là, les risques sont effectivement limités par rapport à une collectivité. Mais ce sont des points de transmission des virus qui sont connus globalement par une grande partie des virus qu'on connaît. En fait, ça représente au moins minimum 80% de transmission, en fait, ces points de contact. C'est pour ça que c'est si essentiel. Alors, il y a de passer plusieurs fois par jour. Et à la rigueur, moins nettoyer le sol, sauf si vous avez des enfants qui jouent sur le sol. Mais vraiment, ce point de contact-là sont extrêmement importants. D'accord. Et du coup, c'est peut-être la suite logique, mais est-ce qu'il est obligatoire, nécessaire de prendre une douche, de laver ses vêtements à 60 degrés? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on entend aussi dès qu'on revient des courses ou du travail. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, il faut être clair, aujourd'hui, il y a pas mal d'inconnus. Nous ne connaissons pas la durée de survie de ce virus SARS-CoV-2 sur le textile ou alors une machine à laver. L'expérience avec d'autres virus est souvent que globalement, il y a une moindre survie sur des surfaces textiles que sur des surfaces lisses et dures comme le poignet des portes ou d'autres. Mais on ne sait pas. Le risque est probablement faible dans le cadre domestique, parce que déjà, on a dit avant, c'est pas le mode de transmission prioritaire. Alors, par précaution, on va dire quand même, on va se changer en rentrant et on lave le linge. Comme j'ai dit juste avant, le virus, c'est un virus enveloppé qui est extrêmement sensible aux tensioactifs. Et le tensioactif, c'est en quelque sorte la base lavante, en fait, dans la majorité de lessives. Du coup, il suffit simplement de laver simplement votre linge et voilà, ça suffit largement. Alors, par précaution, et alors si il y a une personne infectée chez vous, effectivement, là, on va prendre plus de précautions et on va laver quand même, on va essayer de laver à 60 degrés si le linge vous le permet. On va aussi éviter de secouer le linge, c'est une précaution supplémentaire, et se laver les mains après. Ça c'est extrêmement important. C'est pas du tout pareil si on parle de vêtements professionnels. Voilà, c'est d'autres choses. Et là, on a déjà des habitudes. Normalement, un vêtement professionnel dans différents métiers, c'est normal, en fait,
qu'on enlève ses vêtements au travail, on se douche au travail avant de rentrer, ce qu'on fait également pour la pollution chimique, des patients qui utilisent des pesticides, c'est pour éviter qu'ils ramènent ces molécules chimiques chez eux et ils vont laisser leurs vêtements au travail, le vêtement au travail, ils vont se doucher au travail pour rentrer, pour pas effectivement contaminer la famille. Ce sont des gestes effectivement connus, mais il faut rappeler. Autre question problématique, c'est quand on revient des courses, comment laver ces fruits et légumes? Est-ce qu'il faut les passer à la javel, là encore? Voilà. Comment est-ce que le coronavirus peut être transmis par les aliments, finalement, comme les fruits et légumes? Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Encore, bien sûr, il y a des inconnus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est la motocontamination. Pareil, c'est par gouttelette. Alors, on sait que le virus peut, aujourd'hui on le sait, qu'il peut infecter les cellules de l'intestin également. Alors, on suspecte qu'il y a une transmission, ce qu'on appelle féco-orale. En fait, parce qu'il faut une bonne hygiène après avoir été aux toilettes, hein. Là, il y a un risque. Mais il n'y a aucune transmission connue actuellement par voie alimentaire. On peut dire le risque, globalement, on peut le considérer comme faible, puisqu'il y a quand même une différence majeure entre virus et bactéries. Comme je mentionnais avant, le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Alors, par définition, il ne peut pas survivre longtemps en dehors d'une cellule et peut pas non plus se multiplier sur les aliments. Alors, même s'il se dépose, il est capable, effectivement, si on crache, voilà, ça peut se déposer par gouttelette sur les aliments, hein, mais même s'il se dépose, il ne peut pas se multiplier et la charge virale va donc rapidement baisser et du coup, le risque de transmission. Les bactéries, en revanche, là, on confond, c'est d'autres choses. Les bactéries, justement, elles ont la capacité de se multiplier, mais exponentiellement sur certains aliments. Et c'est pour ça, quand les conditions sont favorables, c'est pour ça on dit tellement faites attention, la planche à découper par exemple, là vous pourrez commencer avec quelques bactéries et vous avez des millions dans un espace, dans une court temps, ça c'est multiple, et là il faut faire très attention. Du coup, c'est important de respecter la bonne hygiène, surtout en cuisine, hein. Et encore, lavage des mains, lavage des légumes, on va simplement les laver les légumes par rapport au virus ici, et puis on va les essuyer. Ça suffit largement. Il n'y a rien d'autre nécessaire. Alors, les emballages, voilà, pareil, par précaution, effectivement, il y a une durée de survie. On ne sait pas encore qu'il y a un certain temps, on ne sait pas quel est le risque de transmission, mais par précaution, ce qu'on peut faire, on peut simplement l'essuyer avec l'eau, un essuie-tout, hein, en papier, ou une microfibre humidifiée, hein, surtout pas de lingettes jetables. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre en place dans la structure des petites enfances, par exemple, par rapport aux rotations des jouets. Parce qu'on sait si on laisse des jouets, on laisse des vêtements, on laisse des emballages à un certain moment, sans le toucher, le virus ne survit pas, il est désactivé. Du coup, là aussi, si on laisse à un certain moment le gage et on le reprend ensuite, c'est aussi une très bonne moyen de gérer ces risques d'infection. Oui, merci Ragnar pour tous ces éclaircissements. Donc, finalement, avec ces messages-là, on en revient aux gestes de bon sens, donc, dont l'aération du logement, hein, qui est vraie toute l'année, hein, pas que en cette période de coronavirus. Elle est plus importante du fait du confinement, mais c'est vrai toute l'année. On en revient aussi aux fameux gestes barrières, dont le lavage des mains. Donc, on espère qu'au-delà de cette période de coronavirus, on gardera les bonnes habitudes d'hygiène qui ont été prises. Donc, ce serait un impact positif à maintenir finalement. Oui, tout à fait. Disons qu'on on a une culture, effectivement, en France, on cherche un médicament, on est dans une culture des soins. Tout le monde est en attente d'un médicament pour soigner. C'était la même chose avec les pesticides. Avant, il y a un problème, je cherche un produit qui peut ressoudre, qui peut m'aider. Et aujourd'hui, il faut comprendre, il y a d'autres choses. Les règles très simples de précaution, elles fonctionnent à merveille. Elles sont extrêmement efficaces. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir peur, il faut simplement être vigilant et appliquer les règles d'hygiène des bases, en fait, que de toute façon, on devrait les appliquer, même par rapport à d'autres problématiques et maladies, hein. Et ça permet effectivement de protéger l'environnement, la santé et la personne le plus fragile. Et pas que pour le Covid, hein, comme vous avez dit, Lydie, ça concerne tous les autres risques infectieux aussi annuels, qu'on a la grippe également. Et puis, prenez aussi le gastro-entérite viral. Hein. Il y a beaucoup le norovirus, certains virus qui créent ces gastro-entérites annuels et qui sont extrêmement résistants, qui sont beaucoup plus résistants finalement que le coronavirus, hein, en termes de nettoyage, en termes. Et là, effectivement, ces gestes-là, c'est laver les mains, garder une distance, respecter certaines choses pour pas infecter la
personnes fragiles, hein, et sont autant importants qu'actuellement. J'espère que ça va perdurer. Pareil que j'espère qu'on aurait compris par rapport à la lutte contre toutes ces problématiques-là qu'il faut surtout focaliser sur le nettoyage des points de contact en période d'épidémie, hein, quoi que ce soit, Covid ou autre. Et après, un point positif que je trouve, cette crise a quand même montré, hein, à tout le monde qu'il est possible de changer. On va bien dans une laps de temps relativement courte, les comportements ont changé. Des personnes ont commencé à cuisiner plus, ils ont favorisé des circuits courts, ils ont acheté plus de produits locaux. C'est tout ce qu'on souhaite mettre en place depuis mois. C'est difficile. Et là, ça, quand même, c'était faisable, on a vu. Et surtout, ça produit des effets mesurables, positifs mesurables, dans le court terme, notamment par rapport à la baisse de la pollution, de certains polluants, on va dire, de l'air extérieur. On voit bien que c'était mesurable dans le court terme. Du coup, cette attitude que certains peuvent avoir, on ne peut rien faire, à quoi bon? C'est vrai, maintenant, c'est difficilement défendable, je trouve. Et on voit bien que c'est tout à fait possible. Et j'espère que les gens ont compris. J'espère que tout le monde a compris qu'il va falloir intégrer des réflexions santé environnementale dans nos activités au quotidien, effectivement. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez évoqué, on va conclure là-dessus, vous avez évoqué votre association Objectif Santé Environnement. Donc peut-être qu'on peut suivre vos travaux, les travaux de cette association, via les réseaux sociaux notamment. Oui, tout à fait. Alors, nous avons un site Internet qui, comme beaucoup d'associations, qui n'est pas forcément très à jour, mais on est beaucoup plus actifs sur Facebook, sur LinkedIn, et nous avons également une chaîne YouTube parce que nous réalisons des vidéos régulièrement. Eh bien, merci beaucoup Ragnar et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, la Mutualité française Bretagne met également en place des choses autour de la santé environnementale, dont les ateliers Ma Maison Change d'air, qu'on espère pouvoir reprendre très vite en présentiel. Donc, n'hésitez pas à suivre sur le site de la Mutualité française Bretagne aussi l'agenda. Merci.